Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on discute du projet MADA dans la MRC du Rocher-Percé. C'est une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux qui offre un budget aux municipalités ou aux MRC qui voudraient obtenir l'accréditation Ville Amie des aînés. On rencontre le ministre délégué aux régions, ministre responsable de la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et député de la circonscription de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. De belles annonces pour le secteur de la MRC Rocher-Percé. Projet de 3,3 millions, 20 unités résidentielles pour des personnes âgées. C'est une belle annonce pour Grande-Rivière. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Pour vous donner une petite idée, l'eau de mer, ça a une salinité normalement de 2 à 4 de sel. La mer morte, c'est 28 de sel. C'est très salé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La MRC du Rocher-Percé vit avec la réalité que sa population est de plus en plus vieillissante. Pour pallier à cette situation, le gouvernement a mis en place le projet Municipalité Amie des aînés. Regardons ensemble l'entrevue que j'ai réalisée à ce sujet. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. André Baudin, coordonnateur de la démarche MADA pour la ville de Grande-Rivière, et Mme Isabelle Tremblay, responsable du projet MADA pour la MRC du Rocher-Percé. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Bien. Tout d'abord, nous allons débuter l'entrevue, si vous me le permettez, M. Baudin, avec Mme Isabelle Tremblay, pour peut-être faire une présentation globale du projet. En quoi ça consiste, le projet MADA? D'accord, M. Da Silva. En gros, le projet MADA, c'est une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux qui offre un budget aux municipalités ou aux MRC qui voudraient obtenir l'accréditation Ville Amie des aînés. Pour faire court, c'est une démarche, en fait. C'est une démarche qui consiste à évaluer les services qui sont offerts pour les personnes de 55 ans et plus et ce qu'on pourrait améliorer. La raison de ce projet est que, après le Japon, dans le monde, c'est le Québec qui a la population la plus vieillissante. En moyenne, dans les villes du Québec, 13 % des gens ont 65 ans et plus. Mais dans la MRC du Rocher-Percé, c'est déjà 20 % des gens. Alors, je trouve que c'est important que les villes s'impliquent dans la démarche afin de monter un plan d'action pour favoriser le vieillissement actif et puis garder nos aînés en santé le plus longtemps possible. J'ai travaillé avec la municipalité de Grande-Rivière dans la démarche, comme je travaille avec les 5 municipalités de la MRC. Et ils ont fait un excellent travail, ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a quand même eu une participation globale de l'ensemble de la MRC et puis qu'on prend vraiment ce projet-là à cœur et c'est une réalité à laquelle on se doit de faire face, donc se préparer en fonction. Oui, absolument. Puis je dois dire que chaque municipalité donne bien du sien pour qu'on arrive là en bout de ligne avec de beaux projets. Maintenant, nous avons la chance d'avoir en studio M. André Baudin qui va nous parler plus particulièrement de la démarche qui a été faite, du plan d'action qui a été mis en place à la ville de Grande-Rivière. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été effectué dans les derniers mois en ce qui concerne le projet MADA, tout particulièrement pour la ville de Grande-Rivière. Oui, il y a eu plusieurs heures de données par plusieurs personnes, puis tu vas me permettre au départ de dire avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Parce qu'il y a eu un comité qui a été formé. Il y a un comité local qui a été désigné par la municipalité au mois de juin 2012, qui était formé de Mme Eliane Hotton, Mme Sylvie Baudin, M. Jean-Claude Bisson, Mme May Lincop et Isabelle Tremblay, qui était notre phare pour nous permettre d'entamer cette démarche-là et de l'amener jusqu'au plan d'action. Pour faire ce que Isabelle vient de décrire comme démarche, d'aller chercher les besoins et puis d'essayer de cibler des pistes de solutions aux problèmes qu'on allait rencontrer, on a fait appel à 16 organismes, dont 9 qui militent auprès des aînés dans notre municipalité à Grande-Rivière. C'est assez étonnant. Hein? Il y a 9 organismes qui donnent des services aux personnes âgées de notre milieu.
plus les autres organismes qui travaillent plutôt au niveau de la MRC, comme CLSC, le C3S, l'Association des aînés, le Centre d'action bénévole, Société Alzheimer, Diabète PABOC, tous des organismes qui donnent des services de façon un peu plus large sur le territoire de la MRC. Alors, ces gens-là, partout, les 16 organismes, on a eu une collaboration exceptionnelle. Ils ont répondu, chacun des organismes a répondu à une 50aine de questions qu'on avait préparées avec Isabelle, puis qui couvraient 4 ou 5 secteurs d'activité municipale qui regardaient plus particulièrement les personnes âgées. Cette opération-là a demandé à peu près 3 mois et demi d'action, de rencontres, de réponses aux questionnaires, d'analyse des réponses, pour finalement se donner un portrait global des besoins, de ce qu'on avait, d'abord, des choses qui étaient acquises à Grande-Rivière. Puis il y en avait beaucoup. Je dois dire, puis je fais une parenthèse pour dire que les organismes qui dispensent des services ou qui offrent des activités aux personnes âgées à Grande-Rivière, il y en a 9, je le répète, et comme service, comme activité offerte, c'est exceptionnel. C'est la raison pour laquelle, dans notre plan d'action, il n'y a pas tellement de choses qui s'adressent, disons, aux activités quotidiennes, physiques, culturelles ou sportives pour des personnes âgées, puisqu'il y a déjà des organismes, il y a 9 organismes qui dispensent des services, qui offrent des activités de tout genre. Et en plus, on a 3, en ce qui concerne, disons, la mise en forme, ou que ce soit sur le plan physique ou sur le plan intellectuel, le plan moral. Et en plus, il y a 3 organismes, 3 entreprises privées. Je parle du Lycée Santé, je parle de l'école de Gaétan Doucette, je parle de l'école de Carole Moreau, qui, eux autres, d'une autre façon, offrent également des services. Alors, nous autres, on n'a pas focusé sur ce type d'activité-là, quoique c'est inclus dans notre rapport, en annexe, et on demande, une des choses qu'on demande à la municipalité, c'est de faire la promotion de ces choses-là, et en particulier d'essayer de mettre en place un comité de coordination pour que les organismes qui dispensent des services puissent se parler, coordonner leur action, être complémentaires entre eux autres. Donc, on a bien identifié nos forces et aussi, de par la même occasion, on a pu ressortir peut-être certaines, on va dire, entre guillemets, certaines faiblesses. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, si je comprends bien. C'est ça. Oui. Et c'est le plan d'action qu'on a présenté le 8 décembre dans une assemblée publique. Oui. On a demandé aux gens, peut-être une cinquantaine de personnes, on a demandé aux gens de valider ce qu'on avait ressorti comme piste de solution. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes des pistes qui ont ressorti simplement pour les gens à la maison, pour avoir une petite idée de ce à quoi... Oui, certainement. Bien, disons que je viens d'en donner une, c'est qu'on demande une des premières choses qu'on demande à la municipalité pour coordonner les nombreuses activités sportives, culturelles à Grande-Rivière, c'est que le comité municipal des loisirs puisse rencontrer ces organismes-là, essayer de faire une espèce de plan de complémentarité, puis coordonner les actions aussi pour pas qu'il y ait trop de dédoublement, puis qu'on puisse améliorer non seulement les exercices, mais améliorer l'offre de services aussi qu'on fait aux personnes âgées. Ça, c'est une demande, une action concrète qu'on demande au conseil municipal. Sur le plan de l'habitation, par exemple, là, je vais vous donner ça à fil décousu, là, et je ne les donnerai pas toutes, il y en a 20 recommandations. Mais sur le plan de l'habitation, on recommande au conseil municipal, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'unités de logement qui sont offertes aux personnes âgées à Grande-Rivière, on pense, puis il y a un besoin qui est exprimé pour en avoir beaucoup d'autres. Sur le plan des habitations communautaires, sociales ou publiques, on est au plafond de ce qu'on peut aller chercher. Avec le dernier projet des 20 logements pour personnes en perte d'autonomie, on est peut-être au plafond. Et on sait qu'il y a des propriétaires privés qui pourraient, d'une certaine manière, adapter leur logement pour répondre à d'autres besoins qui sont exprimés par les personnes âgées. Alors, on demande à la municipalité de créer un comité mixte, privé, public, pour être capable d'avoir un plan pour répondre aux besoins qu'on a dans le domaine de l'habitation pour les personnes âgées. Moi, je vais vous dire que je suis à la coopérative d'habitation d'Astère. On est
la coopérative d'habitation de la Stère, il y a 200 membres. On a 14 logements. À l'Office municipal d'habitation, je ne voudrais pas parler en leur nom, mais je sais qu'il y a plusieurs, le bloc qu'on est en train de construire, qui va avoir 20 unités de logement, ça va répondre, je dirais, à le tiers de la demande à court terme. Alors, il y a un besoin là. C'est une action qu'on demande au Conseil de poser, c'est de créer un comité pour être capable d'avoir un plan pour l'habitation chez nous. En matière de sécurité, par exemple, tout le monde sait qu'il y a un problème à la traverse là, entre la Caisse populaire et le bureau de poste. Alors, on demande à la municipalité de trouver une solution à court terme. Avec le ministère des Transports, on est sur la route 132. C'est pas simple de trouver une solution, mais ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une coordination entre le ministère des Transports et la municipalité pour régler ce problème-là. Il est déjà arrivé des accidents, il est possible qu'il y en arrive d'autres. C'est un coin qui est très dangereux. Un autre coin dangereux pour la sécurité, pour les personnes âgées, puis là, plus il va y avoir d'habitations de personnes âgées dans la rue du Parc, c'est le coin de la rue du Parc, puis de la Grande Allée, là, au coin de chez IGA, où les gens ont pris l'habitude de traverser un peu n'importe où. Ça ne traverse pas nécessairement au feu de circulation. Alors, ce qu'on demande, c'est, encore une fois, en coordination avec le ministère des Transports, c'est qu'il y ait un feu pour les piétons, un feu de circulation pour les piétons, et un traçage de passage de piétons sur l'asphalte pour que les gens passent là. Alors, il y a plusieurs actions qu'on préconise comme ça. Par exemple, sur le plan de l'information, c'est qu'à Grande-Rivière, il y a beaucoup d'informations qui se diffusent, soit par la TV-CGR, soit par le bulletin régulier de la Maison de la Culture. Mais il y a encore beaucoup de gens, je veux dire, qui ne regardent ni la télévision, ni qui ne s'occupent pas d'Internet non plus, qui n'ont pas la facilité de le faire. C'est qu'on demande à la municipalité, puis ça, c'est pas une nouveauté, ça existe déjà ailleurs, on demande à notre municipalité ici qu'à chaque saison, il y a un bulletin d'information générale sur les activités, sur les projets à venir, les projets importants que la municipalité pourrait avoir, et où tous les organismes pourraient inscrire leurs activités. Et ça permettrait d'avoir une coordination, comme je le disais tantôt, en plus d'informer les gens. On demande aussi, pour les personnes qui ont 65 ans et plus, pour attirer des gens qui prennent leur retraite à l'extérieur, que la municipalité instaure une espèce d'incitatif financier pour les 65 ans et plus qui voudraient acheter une propriété à Grande-Rivière ou qui voudraient ou des gens de Grande-Rivière qui voudraient construire une maison bigénérationnelle. Alors, il y a un tas de choses. On a une vingtaine. Oui, je ne pourrais pas toutes les énumérer aujourd'hui, mais il y en a une vingtaine qui touchent. Puis sur le site de la municipalité, on peut retrouver le contenu du plan d'action. Ah oui, bon. Et la municipalité a 3 ans pour réaliser ce plan-là. Donc maintenant, c'est à la municipalité de réaliser ce qui a été recommandé là. Et j'imagine que le tout va se faire en collaboration avec Mme Tremblay. Oui, mais il y a à la municipalité, au mois de février, c'est-à-dire au mois de mars, on a déposé notre plan au mois de février. Il a été adopté sans amendement au mois de mars. Et en même temps, la municipalité a nommé un comité de suivi. C'était une recommandation du comité local de Mada. Et une chose qui est faite déjà là, dans le plan d'action, c'est que nous autres, on avait recommandé qu'au conseil municipal, il y ait un élu, un conseiller municipal, qui soit responsable des affaires des aînés. Et ça a été fait à la réunion du mois de mars. C'est le conseiller Denis Baudin qui a été désigné pour s'occuper des affaires des aînés et du suivi du plan Mada. Et pour représenter les citoyens dans le suivi, c'était Mme Martine Boudreau et M. Jean Dubé, qui ont été désignés comme membres du comité de suivi pour appuyer M. Denis Baudin et poursuivre l'application, le suivi du plan d'action. Donc, on a beaucoup discuté de la démarche citoyenne qui a précédé la présentation du plan d'action à la Ville de Grande-Rivière. Mais pour les gens qui sont à la maison, qui voudraient avoir plus d'informations et essayer de mieux comprendre la façon avec laquelle le tout est structuré et que le tout est financé, peut-être nous donner un peu d'informations là-dessus, Mme Tremblay? Oui. Alors, dans chaque municipalité, il y a un conseiller qui est désigné responsable du projet MADA, avec lequel je travaille. Et puis, nous avons monté dans chaque municipalité un comité qui va consulter les gens, évaluer les besoins et monter le plan d'action. Ce qui arrive ensuite, il en incombe à la municipalité
de voir comment elle va le mettre en place et le réaliser. Moi, à ce moment-là, je peux servir de soutien, mais c'est surtout la municipalité qui va faire son propre suivi. Ensuite, comme soutien financier, il y a le programme Infrastructure Québec municipal MADA, auquel les municipalités ont droit. C'est pas nécessaire d'être accrédité, c'est nécessaire d'être en démarche, par contre, pour y avoir droit. Donc, l'ensemble des gens, quelle que soit la municipalité où on demeure, on appelle directement son hôtel de ville et on peut nécessairement avoir de l'information, mais peut-être appeler quelques-unes de vos coordonnées. On va les faire apparaître en bas de l'écran pour les gens qui voudraient en savoir plus. Certainement. Alors, vous pouvez m'appeler au 385 24 95. D'accord. Et puis, il y a un autre projet qui s'en vient très bientôt. Il va y avoir même des rencontres d'information la semaine prochaine à ce sujet-là. C'est la présentation du programme de retour au travail des 55-64 ans. Vous avez un peu d'informations à vous donner sur cette activité-là qui s'en vient, là? Oui, je trouvais intéressant d'en glisser un mot pendant l'entrevue, puisque ça sert nos aînés, nos personnes de 50 ans et plus. C'est le programme de retour au travail pour les 55-64 ans. C'est en collaboration avec Emploi Québec, la commission scolaire René Lévesque, ainsi que le réseau FAC, Services aux entreprises. C'est Mme Renée McGuinness qui est responsable de l'activité. Vous pouvez la rejoindre au 418-616-7160. La semaine prochaine, il y a 3 rencontres d'information. Le lundi 15 avril, c'est à 9 h au centre multifonctionnel à Gascon. Et à la même journée, 15 avril, à 13 h à la ramille de Chandler. Et mercredi, le 17 avril, à la ramille de Grande-Rivière. Alors, ce programme-là, c'est pour le retour en emploi des gens de 55 ans à 64 ans. Et puis, juste vous donner, un aperçu du programme. Donc, activités de groupe et rencontres personnalisées, ateliers, bilans, techniques de recherche d'emploi, conférences diverses, formation d'appoint de courte durée, exploration en entreprise, stages, période d'intégration au travail rémunéré. Alors, si ça vous intéresse, je vous rappelle, c'est René au 616-7160. Et c'est un super de beau programme. J'ai des gens près de moi qui en ont bénéficié. Oui. Et puis, pour la plupart, ça a été une superbe de belle expérience. Et plusieurs ont trouvé un emploi. Oui, sans doute. Mme McGuinness m'a dit que le taux de succès était excellent. Et puis, ils espèrent augmenter leurs ressources là, pour recruter plus que 15 personnes là, éventuellement. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on peut conclure l'entrevue? On a bien fait le tour de l'ensemble de l'information qu'on voulait donner aux gens à la maison? Ben, moi, je voudrais simplement dire que à Grande-Rivière, en dépit des statistiques qu'on peut avoir, à Grande-Rivière, le pourcentage de personnes âgées de 50 ans et plus approche de 50 % de notre population. Mm-hmm. Alors, il faut se donner des programmes, il faut se donner des outils pour être capable de répondre aux besoins de ces personnes-là. Tant sur le plan de l'habitation que sur le plan de la sécurité. Je pensais par exemple tantôt, sur le plan de la sécurité, Grande-Rivière, c'est un village qui est étendu. Et il y a des personnes âgées qui vivent seules encore dans leur maison. Alors, il y a une préoccupation qui s'est faite sentir au moment où on a fait nos sondages en ce qui concerne la sécurité de ces personnes-là. Des personnes seules qui restent à l'écart, qui sont isolées sur le plan physique, sur le plan géographique. Alors, il y a des actions qui vont être prises pour être capable de protéger ces personnes-là. Il y a aussi, je m'excuse de revenir là-dessus, mais je pense que c'est important. Les personnes âgées qui, particulièrement, c'est une demande populaire, mais c'est des personnes âgées en particulier qui insistent pour que la municipalité réglemente les limites de vitesse dans les routes secondaires et fixe aussi une réglementation pour l'accès des VTT, des motoneiges. Et tout ça, ça a eu un accueil, ça a été très bien reçu à la municipalité. D'ailleurs, je pense qu'il y a déjà un comité qui est en train de s'occuper de ça. Alors, il y a un tas de choses dans notre plan d'action qui répondent vraiment à des besoins qui ont été exprimés par des personnes âgées. On n'a pas inventé absolument rien de ce qu'il y a dans le plan d'action. Et moi, je suis convaincu que
la manière que le conseil municipal a reçu notre rapport, a examiné notre rapport et le sérieux qu'ils ont mis pour l'adopter sans y apporter aucun changement, aucun amendement et mettre un comité de suivi en place, bien, je pense que c'est encourageant pour l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés chez nous. On s'est tous donné les outils, au fond, pour réussir à améliorer la qualité de vie des aînés. Ouais. Moi, j'aimerais féliciter le comité MADA de Grande-Rivière pour son engagement exemplaire et puis surtout aussi la collaboration étroite des élus et du maire qui n'étaient pas au comité, mais qui ont beaucoup collaboré avec une ouverture d'esprit. Et puis, c'est vraiment exemplaire comme processus de concertation. D'accord. Comme une dernière information, la consultation de Chandler, c'est le moment d'en parler? Oui, allons-y. Alors, pour ce qui est de Chandler, la démarche municipalité Amis des aînés est en cours et les consultations publiques auront lieu, il va en avoir deux en fait. Une pour Newport et Pabot Mills à l'âge d'or de Newport, le 7 mai à 1h30, et une autre pour Chandler, Pabot et Saint-François, le 14 mai à 13h30 au Club d'âge d'or de Chandler. La raison pour laquelle il va y en avoir deux, c'est que les services ne sont pas les mêmes de l'Est à l'Ouest et le territoire n'est pas fait de la même façon. Les gens n'ont pas accès aux mêmes services non plus. Et puis, bien sûr, il va y avoir aussi la question des anglophones. Donc, beaucoup de travail d'accompli, mais il reste quand même plusieurs dossiers à faire suivre. Donc, on va peut-être avoir le plaisir de se revoir sur ces dossiers-là pour faire le point et donner de l'information encore une fois aux gens à la maison. Donc, je vous remercie beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière, Mme Tremblay, M. Baudin, et félicitations pour l'excellent travail que vous faites dans la communauté pour nos personnes aînées qui sont très importantes pour le développement de notre MRC. Merci beaucoup. C'est nous autres qui vous remercions. Merci. La semaine dernière, le ministre M. Gaétan Lelièvre a annoncé des investissements de près de 3,6 millions de dollars pour la MRC du Rocher-Percé, dont 3,3 millions dans le chantier du projet OMH de Grande-Rivière. On fait le point sur ces dossiers. Bonsoir, M. Lelièvre. Bonsoir. Bienvenue dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci, ça fait plaisir. Alors, vous êtes de passage dans les derniers jours dans le comté des Gaspés. Plusieurs belles annonces de collaboration financière de la part du gouvernement. On va peut-être dresser un petit bilan de l'ensemble des annonces pour ensuite parler de dossiers économiques importants pour notre développement économique régional. Tout d'abord, on va débuter l'entrevue en discutant du projet en ce qui concerne le développement d'Escale Gaspésie à Percé. On parle d'une annonce de 114 500 $. C'est vraiment là, pour, dans le fond, finaliser le développement au niveau de l'approche touristique et on parle aussi de la promenade de Percé à l'intérieur de ce projet-là. Là. Oui, c'est ça. On sait que la promenade est due pour être remplacée. Puis, pour évaluer les coûts, on doit faire une étude, évaluer les besoins, l'état de la promenade, les coûts de remplacement. C'est une étude autour de 175 000 $. Puis, le gouvernement du Québec va financer là, un peu plus de 100 000 dans cette étude-là, qui est en cours. Puis, on attend les résultats à l'automne. Fait que ça va nous permettre après d'évaluer l'ampleur des travaux, puis d'aller chercher, bien sûr, la participation du plus grand nombre de ministères possible pour assumer cette dépense-là, parce que c'est sûr qu'une ville comme Percé ne peut pas se permettre d'assumer la totalité de ces coûts-là. On parle peut-être d'une dépense là, au-delà de 20 millions de dollars. Donc, c'est un gros projet. Mais la promenade, c'est un attrait touristique, mais c'est aussi un équipement pour permettre de protéger l'arrondissement naturel, le centre du village, parce que c'est un mur de protection qui évite finalement les dommages causés par l'érosion au cœur du village de Percé qu'on doit absolument protéger. Donc, le gouvernement est tout à fait conscient de l'importance de l'infrastructure et puis elle est à la base même du développement économique de la région touristique. Effectivement, oui. Deuxième annonce, tout en passant à Percé, une annonce de 85 000 $, cette fois-ci pour aider certaines entreprises bien ciblées là, au niveau touristique à Percé. Oui, c'est une aide financière pour à l'hôtel Le Mirage pour la modernisation des infrastructures. Donc, c'est dans le cadre d'un projet de plusieurs centaines de mille dollars. Le promoteur met une bonne contribution financière de sa part. Différents ministères interviennent. Puis, nous, du côté du ministère des Affaires municipales, on intervient pour un peu plus là, de 60 quelques mille $.
Tout ça dans le but, naturellement, d'améliorer les services. Hein. C'est ça, de devenir plus compétitif puis de garantir une qualité de séjour à nos touristes, hein, assurer que la région demeure compétitive. Et puis, vous avez continué votre route. Ça a été une grosse journée. Vous êtes rendu à Chandler et cette fois-ci, pour aider 4 entreprises du milieu, on annonçait là une participation financière de 175 000 $, toujours ayant pour but de dynamiser l'économie du milieu. Effectivement. Une enveloppe de 100 000 a été versée à la ville de Chandler pour lui permettre de continuer ses démarches pour tenter de diversifier son économie. Hein, on sait que Chandler... depuis la fermeture de la Gaspésia, bon, c'est pas facile. Donc, le gouvernement, depuis quelques années, accompagne la ville dans ses démarches. Puis, on voulait être au rendez-vous cette année encore. Puis, on a octroyé donc une aide financière de 100 000 que la ville va pouvoir utiliser pour faire du démarchage, amener des entreprises chez elle, pour se montrer plus attractif, puis tenter d'amener des investisseurs. Donc, on parle d'un 100 000 au niveau de la ville de Chandler. Et puis, il y a notre fameux cinéma Paradiso dans la MRC Rocher-Percé qui a fait le virage numérique. Donc, oui, exactement. Pour les amateurs de films, là, c'est très plaisant maintenant. Et on a les films en même temps qu'en ville maintenant. Ben oui. Ce n'est plus un désavantage d'aller au cinéma en Gaspésie maintenant. C'est un avantage, tant mieux. Fait que oui, on a aidé au niveau du cinéma Paradiso. Il y a eu une aide financière qui a été versée pour aider le promoteur à moderniser, à passer au numérique. Puis également le motel Fraser, qui va subir une cure de rajeunissement, tant au niveau des cuisines, des salles de conférence, de l'aménagement extérieur du bâtiment, que de la rénovation de l'hôtel. Donc, c'est plusieurs centaines de mille dollars que le promoteur va investir chez eux. Puis, nous, du côté du gouvernement, bon, on a l'affaire municipale, on est au rendez-vous avec 42 000 dollars de subvention. Au niveau d'un atelier de soudure, hein, propriétaire M. Serge Dupuis, on disait oui, soudure CMG. Une entreprise dans le métal qui intervient au niveau de soudure, tout ce qui est métal composite. Donc, une aide financière aussi pour lui permettre là, de moderniser puis d'être plus polyvalent en termes de produits à offrir à la clientèle. Donc, un beau projet manufacturier. Et le projet de développement du parc industriel, la somme de 100 000 qu'on parlait au départ, le parc industriel demeure toujours un moteur de développement économique important. C'est toujours un projet qu'on veut développer et mettre de l'avant. Hein? Oui, Chandler a mis beaucoup l'emphase sur la mise en place de son parc industriel. Puis, on a hâte de voir les premières entreprises y arriver. Donc, c'est un outil pour une communauté d'avoir un parc industriel, c'est un avantage. Puis, il faut être confiant. On espère que Chandler pourra attirer des entreprises là, qui cherchent des terrains, qui cherchent une proximité. Le port de mer est à proximité, le chemin de fer. Fait que Chandler a quand même des avantages à offrir sur le plan de la compétition. Mais l'économie n'est pas facile dans l'ensemble du Québec. Mais l'important, c'est de garder ces infrastructures-là à jour. Il faut être prêt. Le jour où des entreprises désireront s'installer, il faut que les équipements soient en place. Donc, Chandler a un outil de plus avec son parc industriel. Puis on avait hâte de couper les premiers rubans pour les prochaines entreprises. Là, c'est les premières. La Ville travaille très, très fort avec la MRC, le CLD. Puis, il faut être confiant. On demeure optimiste, puis on espère qu'il va y avoir de la création d'emplois prochainement. Au niveau du dossier de l'Atlantic Fiber, peut-être un peu d'information, une petite parenthèse sur le projet, parce que c'était quand même un projet d'envergure pour la Ville de Chandler. Oui, effectivement. C'est ce qu'on cherche aussi, un projet d'envergure pour la Ville. Oui, c'est sûr que si on peut avoir un projet qui pourrait générer une centaine d'emplois et plus, ce serait un plus. Ça permet de rétablir là, rapidement l'économie. Mais faute d'avoir cette grande entreprise-là, il ne faut quand même pas minimiser nos petits et moyens d'entreprise, les petits et moyens projets. Oui. C'est ce qu'on fait avec les aides financières qui ont été versées dans les dernières semaines. Du côté d'Atlantic Fiber, c'est un dossier qui chemine depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec accompagne là, la municipalité dans ces démarches-là. Moi, personnellement, j'ai participé à plusieurs rencontres depuis que je suis député du comté. Quelques rencontres avec le promoteur, plusieurs rencontres avec la Ville. Et je vous dirais qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés par ce projet-là. On est en phase, là, on est dans le sprint final, là, dans le sens que j'expliquais aux gens du conseil municipal puis à Mme Langlois, la maire de Chandler, je crois que le milieu a tout fait pour accompagner ce projet-là, ce promoteur-là. La Ville de Chandler là, n'a pas ménagé aucun effort. Toutes les énergies possibles, imaginables ont été déployées pour aider le promoteur. Et là, la balle est dans le camp du promoteur. Le promoteur doit déposer les renseignements qui sont demandés par l'ensemble des ministères pour l'analyse du dossier. Ça fait quand même quelques mois que l'analyse est amorcée, mais malheureusement, elle n'est pas complétée parce qu'il manque toujours des informations au dossier.
Puis c'est clair qu'il va falloir qu'on fasse finalement le bilan dans les plus brefs délais sur ce dossier-là, parce que la communauté compte beaucoup là-dessus, mais beaucoup d'espoir. Puis si le projet ne peut se réaliser, bien, c'est important qu'on se tourne vers un autre projet, un autre projet, d'autres investisseurs, ce que j'appelle avoir un plan B, puis même des fois un plan C. Donc, l'analyse est en cours. Ça fait plusieurs mois qu'on est en phase là, vraiment très intense d'analyse de ce projet-là au niveau du gouvernement. Puis, je crois qu'on devrait être en mesure de statuer à savoir est-ce que le projet, oui ou non, est viable, est-ce que le projet, oui ou non, va se faire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse le point le plus rapidement possible pour que la population et la municipalité soient fixées. Et si on peut le réaliser, tant mieux. On va mettre toutes les énergies possibles. Puis si jamais, pour qu'importe les raisons, le projet n'est pas viable ou ne se réalise pas, on doit immédiatement travailler sur d'autres projets. Autre projet très, très, très important pour le développement de notre MRC, le fameux projet de la cimenterie de Port-Daniel. On entendait dans les derniers jours, même au niveau des médias, que le plan au niveau de ressources naturelles, oui, là, pour oui. le fameux BAP. Là. Oui. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que le projet, là, ça s'achemine toujours bien? Est-ce qu'on va atteindre le début des travaux là, dans un court ou moyen terme? Là? Le projet vient de franchir une étape très importante dans la dernière semaine. On était au gouvernement dans l'attente des informations à caractère environnemental. Ça fait quand même plusieurs mois là, que le ministère de l'Environnement, les Ressources naturelles puis le promoteur travaillaient de façon très active dans le dossier. Le gouvernement était dans l'attente du dépôt du volet environnemental, c'est-à-dire le procédé utilisé, etc. Puis, à partir de ça, on va être en mesure de statuer si oui ou non, il y aura un BAP de requis pour ce projet-là. Un BAP étant un bureau d'audience publique sur l'environnement. C'est la question majeure qui reste à déterminer là, dans ce projet-là. L'analyse vient de débuter. Comme ça fait à peine une semaine que les documents ont été reçus au gouvernement, au ministère de l'Environnement. On peut parler de quelques mois pour analyser un projet de cette ampleur-là. On va travailler le plus rapidement possible pour ne pas nuire au dossier. On veut que le dossier se réalise dans les meilleurs délais si effectivement il est pour se réaliser. Oui. Puis c'est sûr que le gouvernement du Québec là, est très sensible à ce projet-là. C'est un dossier qui remonte à plusieurs années. Encore là, il faut faire le point. Si ce dossier-là est pour revivre, bien tant mieux. Puis on doit le faire rapidement parce que la région a besoin d'un développement économique là, de façon soutenue. C'est clair que ça nous prend des projets comme ça. Mais en même temps, il faut tout analyser la question de l'impact sur l'environnement. Il y a des organismes, il y a des citoyens, des citoyennes qui posent des questions sur le plan environnemental. C'est légitime. Aujourd'hui, en 2013, c'est comme ça qu'on doit travailler. Il faut que l'environnement soit considéré à sa juste valeur. On apprend beaucoup du passé. Je crois qu'on doit faire mieux aujourd'hui dans les projets industriels. Et le promoteur nous a rassuré quant à ses intentions de prendre tous les moyens possibles pour minimiser l'impact sur l'environnement. Donc, on est en train d'évaluer le projet sur le plan environnemental. Dès que l'analyse sera terminée, on va s'empresser d'informer la population, puis le promoteur et la communauté là, des résultats. Et si jamais il y a un BAP qui est requis, c'est sûr que là, on parle d'un délai de 1 an, 2 ans de plus en termes de réalisation. Et si on n'est pas obligé de faire un bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est certain que ça pourrait accélérer la réalisation du projet. Ce qui est intéressant dans l'application de ce projet-là, c'est de voir qu'il y a une ouverture très grande de la part de l'entrepreneur sur justement de bien se conformer aux normes environnementales. Oui, effectivement, c'est important de le dire. D'abord, les promoteurs sont des gens du Québec, donc des entreprises qui ont fait leurs preuves au Québec dans le passé et qui sont toujours en affaires de façon très active. Donc, les gens connaissent les règles, connaissent les normes environnementales et connaissent les attentes de la population. Donc, c'est tout un avantage de travailler avec un promoteur qui connaît le contexte environnemental et législatif là, du Québec. Et étant donné la grandeur du projet, ça peut devenir un exemple pour la suite des choses dans le futur. Oui. On va probablement s'inspirer de la façon avec laquelle on va fonctionner avec ce beau projet. C'est fort possible, exactement. Maintenant, on va terminer avec un beau projet pour la ville de Grande-Rivière. C'est un projet là, qu'on travaillait dessus depuis 2005. Ça s'est réalisé. Le chantier du projet OMH de Grande-Rivière, eh bien, s'est lancé. L'appel critère a eu lieu. On parle d'un projet de 3,3 millions de dollars. C'est un projet d'envergure pour notre ville de Grande-Rivière. Oui. Un très beau projet. Je suis heureux ce matin d'être avec les gens de Grande-Rivière.
Il y avait, je dirais, 75 personnes qui étaient présentes là, à l'inauguration. J'ai rencontré des gens du milieu, des gens de la MRC, de l'ensemble du territoire. Puis, projet de 3,3 millions, 20 unités résidentielles pour des personnes âgées. C'est une belle annonce pour Grande-Rivière. Puis, je tiens à souligner le travail qui a été fait par la communauté, autant la ville que les associations, les différents partenaires. Il y a un paquet d'organismes qui ont été mis à partie. La mise de fonds, la communauté a mis au-delà de 800 000 $ en termes d'investissement. C'est incroyable. C'est incroyable. Si on regarde ça en termes de par capita, c'est énorme l'effort que la communauté a fait. On peut être fiers de ça. On s'est pris en main, puis on a vraiment démontré notre volonté. Desjardins étaient au rendez-vous, différents partenaires financiers, le CLD, la MRC. Donc, le projet de Grande-Rivière a été soutenu par l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé. Ça, c'est bon. Hein? C'est bon. Puis quand on travaille en concertation comme ça, généralement, ça donne des bons résultats, puis ça donne un exemple. Donc, un projet de 3,3 millions. On parle d'un projet qui devrait être terminé à l'automne. Donc, possiblement des gens, des nouveaux locataires qui vont être dans des locaux neufs à partir de l'hiver 2014. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis, on a d'autres projets aussi. Je tiens à rassurer les gens des autres municipalités. Il y a d'autres projets aussi au niveau du loyer social là, qui vont probablement voir le jour dans les prochains mois. Beaucoup de municipalités ont déposé des projets, puis on travaille fort au niveau des affaires municipales pour s'assurer que la Gaspésie ait sa cote-part. Puis ce que je trouve intéressant, on parle de 20 nouveaux logements, mais il y a 10 logements là, à lesquels ils vont être disponibles pour des gens qui ont des plus faibles revenus. Hein, oui. Avec une participation de 172 000 $ sur 5 ans de la part de la Société d'habitation du Québec. C'est bien ça? Effectivement, c'est vrai, c'est important ce que tu dis, Mirko, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, au coût de construction, en 2013, souvent ces projets-là sont pas nécessairement accessibles pour l'ensemble de la population. Oui, c'est des beaux logements, mais à des coûts des fois de 600, 700 $ par mois. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Fait qu'avec le programme particulier qui a été mis en place, il y a une partie des logements, une dizaine, près de la moitié, qui vont bénéficier d'une aide financière pour les locataires, ce qui va permettre de ramener leur coût de loyer mensuel à un coût raisonnable en fonction de leur budget, de leurs revenus. Souvent, c'est des gens avec des petits salaires, des salaires très peu élevés. Exactement. Donc, c'est important que le gouvernement compense pour permettre à des gens qui sont moins bien nantis d'avoir accès à un logement de qualité. Puis, on parle d'un édifice là, à la fine pointe de la technologie. Et puis, il y a même un 40 000 $ là, qui est fourni là, pour que, oui. entre guillemets, on connaît bien le terme Nouveau Climat. Nouveau Climat, que ce soit un bâtiment sur le plan énergétique très performant, puis le moins énergivore possible. Hein? Ouais. On ne peut se rencontrer, M. Lièvre, sans discuter du fameux dossier de l'assurance-emploi. On sait que le gouvernement a mis en place un comité dans les derniers jours, et puis c'est un comité à l'intérieur duquel on entend parler de gouvernance souverainiste. Peut-être nous donner un peu de détails sur le mandat qui va avoir ce comité-là en tant que tel, parce qu'il semble avoir un problème de perception là, de la part de certaines personnes là, au niveau de la population. Bon, si on veut démystifier ça, là, dans le fond, ce comité-là, c'est le gouvernement du Québec, mon gouvernement a décidé de mettre en place un comité sur la gouvernance souverainiste. Ce que ça veut dire, ça, ce beau grand mot-là, gouvernance souverainiste, ça veut dire que le Parti québécois est un parti, qui a comme objectif de réaliser la souveraineté un jour. À partir de ça, on n'attend pas que le référendum soit passé, éventuellement gagné. On veut commencer à négocier avec le gouvernement fédéral immédiatement certains dossiers qui nous paraissent problématiques pour le Québec. Par exemple, le dossier de l'assurance-emploi. C'est sûr que si le Québec était souverain, on aurait notre propre système d'assurance-emploi. En attendant d'être souverain, est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer à, subir le mauvais traitement que le fédéral fait subir aux régions via notamment le dossier de l'assurance-emploi? À notre avis, non. On peut quand même revendiquer des choses au fédéral, on peut travailler, négocier avec le fédéral pour permettre de diminuer les impacts négatifs de certaines décisions qui sont prises à Ottawa et qui souvent, au Québec et dans certaines régions, font mal. Donc, ce qu'on veut, c'est de façon très constructive, mettre en place un comité qui est composé notamment de M. Duceppe et avec d'autres personnes. Ces gens-là vont avoir pour mandat d'analyser les décisions qui sont prises par le fédéral et qui ont une incidence négative au Québec. Puis souvent, c'est dans les régions. Donc, notre premier dossier qu'on considère prioritaire pour confier à ce comité-là, c'est l'analyse des impacts de l'assurance-emploi, mais pas seulement que l'analyse des impacts, voir aussi comment on peut mettre en place des mesures au Québec
avec l'aide du fédéral ou non, pour diminuer ces impacts négatifs-là. Donc, l'assurance-emploi, c'est énorme en termes d'impact dans les régions et dans l'ensemble du Québec, mais surtout dans les régions ressources, comme nous. La Gaspésie, on vit beaucoup de pêche, de forêt, d'agriculture, de tourisme. Donc, la réforme de l'assurance-emploi, c'est énorme l'impact négatif de cette réforme-là. Donc, on a voulu, comme gouvernement du Parti québécois, en faire notre premier dossier qu'on va confier à ce comité-là, qui va devoir faire le tour du Québec, écouter les gens, voir quels sont vraiment les impacts, puis recommander au gouvernement du Québec et au fédéral, s'il y a une ouverture bien sûr, des modalités pour diminuer les impacts négatifs, notamment de l'assurance-emploi. Puis il y a d'autres dossiers aussi qui vont suivre. Mais on commence avec l'assurance-emploi parce que c'est vraiment notre priorité. Il ne faut vraiment pas minimiser l'impact que ça peut avoir. On parle de l'équivalent de plusieurs milliers d'emplois de perdus pour notre secteur. Exactement, c'est important. Si on fait le cumul de tout le nombre de semaines que les prestataires d'assurance-emploi vont perdre. Il y en a qui perdent 2 semaines, d'autres 4, d'autres 5, 6 semaines. Si on prend le nombre de travailleurs saisonniers, puis on accumule le nombre de semaines individuelles de chacun, c'est comme s'il y avait on parle d'au moins 1000 emplois qui pourraient être perdus, l'effet cumulatif de ça. Fait que c'est vraiment un appauvrissement de la région. Puis on sait que ces gens-là qui travaillent dans une économie saisonnière, ce sont des salariés avec des revenus relativement bas. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être 4, 5, 6 semaines sans revenus. Aujourd'hui, on se fait un budget, on vit en fonction de notre budget, puis quand il nous arrive un impact comme ça, on dit on nous coupe 4, 5 semaines, c'est énorme. On prend du retard dans nos paiements, on doit reporter des projets, puis ces gens-là, ils n'ont pas de marge de manœuvre. C'est des faibles salariés. Donc, c'est énorme l'impact de l'assurance-emploi. Puis, c'est pour ça qu'on veut en faire une priorité, puis on veut que ce comité-là s'occupe en priorité du dossier de l'assurance-emploi comme premier dossier. C'est quand même étonnant aussi de prendre conscience qu'il n'y a pas seulement les régions qui ont une réalité à faire face par rapport à l'assurance-emploi. Même au niveau de Montréal, il y a une certaine mobilisation qui s'est faite. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est important. Dès l'annonce de la réforme, c'est la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, quelques régions, Bois-Saint-Laurent, qui ont été les premières à signaler au gouvernement fédéral notre mécontentement, puis signaler les effets majeurs négatifs de cette réforme-là. Mais dans les semaines qui ont suivi, on s'est rendu compte que d'autres régions ont adhéré. Puis même, je disais à quelqu'un ce matin, moi j'ai été surpris quand j'ai vu à la télévision un bulletin de nouvelles, à un moment donné, un bon matin, c'était les professeurs de l'Université de l'UQAM à Montréal, des gens qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui sont des professeurs d'université, mais des travailleurs saisonniers, des chargés de cours qui travaillent de façon saisonnière. Ces gens-là étaient dans la rue pour manifester aussi. Fait que oui, c'est vrai. En Gaspésie, on a été les premiers à réagir. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça touchait l'ensemble du Québec, puis même Montréal, tu as raison. Même des professeurs d'université sont visés par cette réforme-là. Donc, ça touche à la grandeur du Québec. C'est un dossier qui est vraiment majeur. Donc, un dossier suivi de très près par le gouvernement du Québec. Il faut absolument. Puis moi, comme ministre régional, ça va être un de mes dossiers prioritaires. C'est énorme, là, les impacts de ça dans ma région. Au niveau du comité de relance de la Gaspésie que vous avez mis en place, il y a eu une rencontre il y a quelques semaines à l'intérieur de laquelle vous disiez même qu'il y avait eu une participation de la part de la MRC du Rocher-Percé et des intervenants de la Gaspésie qui était vraiment une grande mobilisation. Ça avait été un succès. Je crois qu'on va avoir des résultats très rapidement sur l'ensemble des projets qui vous ont été soumis. Écoutez, le dossier de la stratégie du gouvernement du Québec pour le développement de la Gaspésie et des îles, là, ça, c'est un dossier qui est très important. On a mis en place un comité ministériel présidé par Mme Pauline Marois, notre première ministre. Moi, j'assume la vice-présidente du comité et on a 4 autres ministres qui sont. Donc, on est une équipe de 6 avec notre premier ministre sur notre comité. Puis notre mandat, c'est d'aider la région de la Gaspésie et les îles sur le plan social et économique. Donc, depuis le mois de novembre, on travaille sur ce dossier-là et l'objectif, c'est de présenter entre la fin avril et la mi-mai, si nos échéances sont respectées, ce qui est le cas à date, là. Entre la fin avril et la mi-mai, on prévoit présenter à la population de la Gaspésie et des îles le plan d'action du gouvernement pour aider notre région. Donc, on veut intervenir dans tous les niveaux. La Gaspésie a besoin d'aide au niveau de la forêt, au niveau des pêches, au niveau des transports, de la santé, de l'éducation. On veut vraiment déposer notre stratégie, c'est-à-dire dire aux Gaspésiens, aux Gaspésiennes, pour Madelino, comment, comme gouvernement du Québec, on voit le développement de cette région-là, puis jusqu'où on est prêt à aller en termes d'intervention. Donc, c'est un grand plan de relance de l'économie de la région
qui va être déposé dans les prochaines semaines. Puis moi, je suis ce dossier-là de façon assidue avec les deux députés de la région, c'est-à-dire Mme Richard-Auxil puis Sylvain Roy du côté de Bonaventure. On travaille tous les trois avec le comité ministériel. Puis les résultats vont être déposés en termes de semaines. Donc, je ne peux pas dévoiler aujourd'hui les grandes lignes de ça, mais je peux vous dire que je suis très satisfait des travaux à date et je suis certain que ça va être beaucoup d'oxygène qu'on va donner à la région de la Gaspésie pour continuer à travailler sur le développement. Et on parle de projets initiés par le milieu, là. Il n'y a rien qui est imposé par le gouvernement là-dedans. Non, il y a une participation gouvernementale, financièrement, c'est sûr. Oui. Mais oui, on va s'inspirer de projets et de demandes qui ont été reçues de la part des 6 MRC de la région Gaspésie-les-Îles. Donc, c'est un impact dans l'ensemble de la région, autant aux Îles-de-la-Madeleine que dans les 5 MRC de la péninsule gaspésienne. On va terminer notre entrevue d'aujourd'hui, notre rencontre d'aujourd'hui. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Chaque fois que je vous vois, j'en parle. Dans les derniers jours, il y a même une pétition qui vous a été déposée à propos de l'importance des organismes communautaires et surtout du sous-financement. Peut-être un peu tannant avec ça, mais c'est important. C'est important. Il faut en parler. Oui. Puis, effectivement, il y a une démarche au niveau national, dans l'ensemble du Québec, qui s'est réalisée dans les dernières semaines, c'est-à-dire que les organismes communautaires avaient comme mandat de déposer à chacun de leurs députés une pétition demandant au gouvernement du Québec de majorer l'aide financière accordée aux intervenants du domaine communautaire. Donc, j'ai reçu, moi, cette semaine, à mon bureau de comté, la pétition pour mon comté. Sylvain Roy à Bonaventure a reçu la sienne, Mme Richard-Auxil aussi. C'est comme ça dans l'ensemble du Québec et c'est correct. C'est un moyen de sensibilisation. C'est pacifique, c'est respectueux. Oui. Puis je crois que c'est très correct là, de la part du mouvement communautaire de nous sensibiliser. Il y a quand même un pas qui a été fait, hein? Il y a un pas qui a été fait dans la bonne direction, dans le sens que Mme Véronique Yvon, qui est la ministre déléguée responsable du dossier du communautaire, a mis en place un comité national avec les grandes associations du communautaire au Québec et va se pencher sur la question du sous-financement du secteur communautaire. Ici, dans la région Gaspésie-les-Îles, c'est autour de 7 millions. Qui serait requis de budget supplémentaire à la demande des organismes du milieu. Écoutez, tout ça est sur la table. C'est Mme Yvon qui est la ministre responsable de ce dossier-là. Elle va analyser ça dans l'ensemble du Québec, voir quels seraient les coûts pour bonifier, puis les modalités, les conditions pour bonifier le financement du secteur communautaire. Puis elle va rendre une décision dès que le dossier sera complet. Mais au moins, il y a une ouverture. La discussion est en cours. On est allé rencontrer, je me souviens, il y a eu un congrès national, les gens du communautaire sont venus nous rencontrer. L'ensemble de l'équipe des ministres est sorti de l'hôtel, on est allé rencontrer, où on était en caucus, on est allé rencontrer les gens à l'extérieur. Je pense que les gens ont apprécié. Puis, je pense que le Parti québécois est reconnu pour avoir une écoute au niveau des intervenants communautaires, du développement social également. Les relations sont bonnes. Chacun, c'est sûr, a des contraintes, a des attentes qui sont légitimes. L'important, c'est que les négociations se fassent de bonne foi, qu'on soit de bonne foi, puis qu'on adhère de façon positive et constructive à la démarche. Puis à date, le processus se déroule très bien. Mme Yvon fait un excellent travail. C'est une personne qui est à l'écoute des gens, qui a beaucoup de sensibilité pour le communautaire. Puis je pense que ça lui est reconnu. Donc à date, ça va bien. Maintenant, c'est sûr que tout est une question de sous. La situation financière du Québec présentement, avec le déficit de 1,5 milliard, fait en sorte que c'est pas facile. On prend des décisions qui sont pas faciles, mais malheureusement, souvent, ces décisions-là sont essentielles si on veut agir comme gouvernement responsable. Mais on a hâte d'arriver à un équilibre budgétaire, pouvoir un peu avoir plus de marge de manœuvre sur le plan financier, puis répondre à des demandes, là, notamment comme celle du communautaire. Mais l'important, c'est qu'on se parle. Oui. Comme gouvernement, on parle à notre monde, on travaille avec nos organismes, puis on va tenter d'arriver au meilleur résultat possible. Donc, la volonté est là. Ça va peut-être juste demander un peu plus de patience. C'est exactement. Avec les objectifs économiques. L'ouverture est là, puis on reconnaît le travail là, énorme que fait le communautaire. Ça, je l'ai dit quand j'ai rencontré les gens hier, là, c'est sincère, là, plus une économie va mal dans une région, plus le communautaire est sollicité. Donc, force est de constater que dans notre région Gaspésie-les-Îles, compte tenu que notre économie est très difficile, c'est clair que les organismes communautaires ont beaucoup plus de travail qu'ailleurs au Québec. On a un grand territoire avec pas beaucoup de monde aussi. Donc, un grand étalement, ça prend beaucoup d'organisations, beaucoup de bâtiments, beaucoup d'infrastructures. Donc, ça coûte cher, ça, dans une région. Notre population est pas très élevée. On parle de 85 000 de population, mais sur un immense territoire de plus de 700 km linéaires. Donc, c'est difficile d'assurer des services à l'ensemble de la population.
sans que les budgets soient au rendez-vous. Donc, c'est ça le mandat, là, dans le fond, de moi comme député, c'est sensibiliser mon gouvernement à cette réalité-là, hein, qu'on n'est pas une population très nombreuse, mais on a quand même des besoins, puis on a droit à des services, comme partout au Québec. Monsieur Lelièvre, merci beaucoup de votre passage, encore une fois, à la télévision communautaire de Grande-Rivière, et on garde le contact et on continue de faire le suivi dans un futur proche, moyen terme, se rencontrer pour encore une fois faire le point sur les dossiers importants. Bien, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez avec la télévision communautaire. C'est important. Les gens m'en parlent, puis ils apprécient. Je pense qu'on les garde informés, puis merci de votre travail. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette capsule, Mme Jocelyne Lecauvier. Sujet cette semaine, la mer, tout d'abord. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Il s'en passe des choses avant les enregistrements. Ah, si les gens savaient. Eh, monsieur, il y aurait toute une programmation à faire, à diffuser tard le soir. Exactement. Ça serait de la programmation minuit le soir. Pour ne pas parler des fameux téléromans de notre ami Claude Legault. Donc, la mer. La mer, on revient au sujet. Oui, on va la voir. On va la voir. Donc, j'ai sorti certains faits intéressants sur la mer. Oui. La mer qui est omniprésente en Gaspésie. On est pas mal chanceux. Je commence avec l'écume de mai, parce que, bon, on est au printemps. C'est quoi l'écume de mai? C'est une mousse qui se forme autour de la mer sur certains rivages. C'est pas partout dans le monde, ça dépend de certaines conditions, ça dépend du vent, de la température de l'eau. On ne pas confondre avec l'écume de bouche, là. Pas du tout la même chose. Ça dépend aussi de l'ensoleillement. Donc, ça arrive quand la mer est très agitée. Puis également qu'il y a une éclosion d'algues. Les gens sont en train de voir des images d'écume, c'est incroyable. Donc, quand il y a une éclosion d'algues, ça produit, justement avec l'agitation de l'eau, une espèce de mousse, un peu comme quand on fait la vaisselle. C'est un peu le même principe. Puis ça, bien, ça peut être quand même assez important comme phénomène, au point que lorsqu'il vente, l'écume de mer, l'espèce de mousse, va rentrer jusque dans les terres. Puis c'est un phénomène qu'on a vu ici, la dernière grosse tempête, je pense, c'est l'année passée, il y a 2 ans. Il y en avait beaucoup à la Brèche-à-Manon. Ça a l'air qu'il y en avait aussi dans le coin de Channeur, il y en avait à Sainte-Thérèse. Basse-Plana-Bellefeuille, dans ce coin-là, là, c'est fréquent. Exactement. Donc, ça dépend vraiment des lieux, là, de la présence d'algues ou pas. Puis, parfois, là, on parle de plusieurs mètres d'écume qui peut se former. C'est vraiment comme un grand bain moussant dans la mer, là. Les gens voient des photos, c'est incroyable. Il y a des enfants qui s'amusent là-dedans. Puis, en Australie, à un moment donné, ça avait recouvert complètement une ville. Ah oui? Oui, une ville sur le bord de l'eau. Mais c'est une activité. Moi, j'allais à la Basse-Plana-Bellefeuille quand j'étais jeune, puis lorsque ce phénomène-là se produisait, il y avait carrément un déplacement. Là, on allait jouer là-dedans. Ben oui, c'est... C'était vraiment... puis c'est vrai que c'est impressionnant. Puis c'est la quantité aussi. Là, à 3-4 mètres de distance, on se perdait. Là. Oh oui, carrément. Là. Ouais. Puis justement... Il y a un reporter qui filmait, je pense que c'était en Australie, là, puis il avait failli avoir un accident parce qu'il y a vraiment une voiture qui est sortie de l'écume, là, une voiture blanche, tu ne la voyais pas. Là. Ça peut être aussi impressionnant que ça. Là. Fait que c'est un phénomène, vous allez probablement le voir là, ce printemps. Là. Maintenant, vous allez savoir la cause. En quoi ça consiste? Voilà. Ensuite, pourquoi la mer est salée? Bien, c'est qu'il y a 4 milliards d'années, un peu après la formation de la Terre, il y a eu beaucoup de volcans qui ont mis dans l'air de la vapeur d'eau et du gaz. Puis à un moment donné, ça s'est condensé pour retomber sous forme de pluie. Puis la pluie, bien, elle était acide. Puis dans cette pluie acide, entre autres, il y avait du chlore. Bien, la pluie, quand elle est tombée sur la terre, sur les roches, bien, lorsque la pluie tombe, bien, il y a un phénomène qu'il va y avoir de l'érosion. Donc, il y a des petites particules de roche, si on veut, qui vont retourner à la mer. Puis dans cette roche-là, il y avait du sodium. Donc, le sodium de la roche, c'est lié avec le chlore de la pluie acide, puis ça a fait du chlorure de sodium, qui est le sel de table. Donc, lorsque la pluie tombe, bien, comme je le disais, bien, ça va amener par ruissellement l'espèce de chlore, le sodium, jusque dans la mer. C'est pour ça que la mer est salée.
Je pensais que c'était à cause de grands bancs de sel, carrément, moi. Bien, ça va former des bancs de sel dans certains endroits, Oui. mais c'est avec Donc, c'est vraiment l'eau de ruissellement avec le temps qui en Oui, est, avec le C'est volcanisme. incroyable, je ne le savais pas. Oui, c'est incroyable de voir ce phénomène-là. Ben C'est ce oui. qui a fait que la mer aujourd'hui est salée. Puis, elle n'est pas facile à dessaler. On a beau laisser les rivières couler dedans, ça ne fonctionne pas. Bien, c'est qu'il y a un phénomène justement de recyclage. C'est que l'eau s'évapore, évidemment. Il y a seulement l'eau qui s'évapore. Le sel reste là. Le sel reste là. Pourquoi la mer ne devient pas de plus en plus salée avec le temps? C'est que Ou le contraire. Oui, bien, c'est qu'au fond des mers, il y a une espèce de recyclage. Il y a ce qu'on appelle des cheminées qui sont formées par de la vapeur très chaude. Bien, il y a du ciel qui va retourner au fond de la terre, si on veut. Puis, donc, l'apport est toujours en équilibre. C'est pour ça que la salinité de la mer reste toujours la même. Pourquoi les rivières et les lacs, c'est pas salé? C'est que lorsque justement l'eau de la mer va s'évaporer, le sel va rester au fond de la mer, il y a seulement l'eau qui va s'évaporer, puis cette eau-là va retomber sous forme de lacs et rivières. Donc, c'est de l'eau pure, si on veut, là, sans sel. Puis, un fait intéressant aussi, c'est qu'il y a très longtemps, la mer contenait beaucoup de fer. Ça s'est déposé au fond de la mer avec le temps. Donc, il y a très longtemps, la mer était rouge, contrairement à notre couleur maintenant. Là. Fait qu'à force de se condenser au fond, de se déposer sous forme de sédiments, le fer, ben, l'eau est devenue transparente, puis a pris la couleur du ciel qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler, tant qu'à parler d'eau salée, je vais vous parler de la mer Morte. C'est la mer la plus salée au monde. Pourquoi c'est salé comme ça? C'est qu'avant, c'était un océan. Puis ça s'est refermé sur... c'est comme une espèce, ça a formé une espèce d'immense lac qui s'est refermé sur lui-même. Puis puisque c'est un endroit très chaud de la planète, l'évaporation est extrêmement intense. Je veux dire, dans quelques années, il n'y en aura plus de mer morte. Là, ça finit par s'évaporer totalement. Donc, pour vous donner une petite idée, l'eau de mer, ça a une salinité normalement de 2 à 4 de sel. La mer morte, c'est 28 de sel. C'est très salé. Puis, évidemment, cette salinité-là, ben, il n'y a aucun poisson, il n'y a aucun algue qui peut survivre. Il y a seulement quelques bactéries. Puis Je pensais qu'ils ont eu l'avantage d'avoir carrément de la morue déjà salée. Ça, c'est pas le cas. Non, la morue déjà salée, elle ne vient pas de là. Ah, OK. Bon, ben, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Puis, ben donc, c'est ça, c'est très salé. Puis aussi, c'est que c'est le point le plus bas du globe terrestre. Parce que, bon, il y a les montagnes qui sont très élevées, mais ça, c'est à 417 mètres sous le niveau de la mer. Donc, c'est très, très bas. Puis ça continue de se rabaisser tout le temps parce que, comme je le disais, l'eau s'évapore, puis tranquillement, là. Est-ce qu'on a parlé de profondeur? Parce que je n'étais pas au courant que ça allait finir par disparaître. J'allais poser la question par quoi c'est alimenté. Je me disais, mer Morte est peut-être alimentée par rien. Mais je crois que c'est ce que tu viens de confirmer. Bien, exactement. C'est qu'il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas honnêtement la profondeur, là, mais comme il n'y a pas beaucoup de pluie dans cette région du globe, comme il y a beaucoup d'évaporation, c'est pour ça que c'est en train de s'évaporer complètement. Ça amène des particularités assez spéciales aussi. Hein? Bien, exactement. Les gens vont voir des images. C'est que là, sur la mer Morte, on flotte. C'est assez impressionnant. Là. Honnêtement, j'aimerais beaucoup vivre ce phénomène-là. Pourquoi? C'est parce que la salinité est très importante dans l'eau. Ça va augmenter la densité de l'eau. Puis l'eau devient plus dense que le corps humain. Et en étant plus dense, bien, nous, on flotte. Donc, c'est le phénomène. Puis ça, c'est la mer Morte. C'est un endroit très réputé aussi pour traiter les maladies de peau, exemple la psoriasis. Ah oui? Oui, parce que le degré élevé de sel, supposément que ça aurait des bienfaits. Là. Sur la peau. Sur la peau. Ne pas nager la bouche ouverte. Oui, c'est important que tu le mentionnes. Puis tantôt, le régisseur... Parce que moi, des fois, je fais ça ici dans le golfe. Là. Ben, dans le golfe, c'est dans le golfe, dans le fond. Et puis, non. Bien, ça donne une idée quand tu avales de l'eau. Imagine-toi... c'est inimaginable tant qu'à moi, parce que je la trouve déjà pas mal salée ici. C'est ça, exactement. Donc, ça doit être assez intense. Puis le régisseur disait tantôt à ne pas aller dans la mer Morte avec des plaies ouvertes. Oui. On s'imagine avec le sel... Oui, ça revigore. Ça revigore. Ensuite, les baleines, on continue avec le domaine de la mer. Un bébé baleine bleue, bon, la baleine bleue qui est la plus grosse baleine au monde, et il y en a ici à Percé, au Parc Forillon. Un bébé baleine qui vient au monde, il va prendre 200 livres par jour. Ça vient gros assez rapidement. Le 200 livres, c'est... Donc, il y en a qui ont une capacité à engraisser
C'est rapide. J'imagine qu'il doit y avoir une consommation. Ah, bien, ça, c'est simplement avec le lait, hein? Bien, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Bien, c'est qu'on parle au niveau du lait maternel, il va assimiler... Extrêmement gras, le lait. C'est très gras, puis il va assimiler 90 là, qui va vraiment, là, qui va l'assimiler pour devenir, justement, pour devenir plus gras. Puis dans leur cheminement, ils ont comme pas le choix aussi que ça se passe aussi vite que ça. Là. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ignorais, là, c'est que les bébés baleines doivent s'accrocher à leur mère, sinon ils coulent, parce qu'ils n'ont pas assez de graisse pour flotter. Donc, ils vont s'accrocher à la mère, ce qui fait que la mère, pour que le bébé reste accroché à elle, elle ne coule pas, il faut qu'elle nage tout le temps. Donc, elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas rester sur place et dormir, elle doit essayer de dormir en nageant. Donc, non seulement engraisser rapidement, mais avec la consommation d'énergie puis le nombre de calories la mère se doit d'être bien alimentée pour pouvoir subvenir aux besoins. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle, en général, une baleine a seulement un bébé à la fois. Oui, c'est ça. Si on s'imagine bien. J'allais poser la question si... Oui. Oui. Ensuite, je parle du mal de mer. C'est quelque chose quand même qui touche beaucoup de gens, mais là, je parle du mal de mer, mais ça vaut pour le mal de l'air, le mal de transport. J'avais compris le bal de mer. Non, le mal. Ceux qui sont malades en bateau. OK. Donc, tout ce que je vous dis là, ça s'applique aussi pour le mal en voiture, en avion, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, pourquoi on a le mal de mer? C'est que dans l'oreille interne, les gens vont voir une image, on a l'appareil vestibulaire. C'est 3 petits canaux en boucle, en fait. Ça sert à quoi? Ça sert à détecter les mouvements de la tête dans les 3 dimensions. Donc, cet appareil-là, ça va nous servir à maintenir un équilibre, si on veut. Puis ça va mesurer la pression qu'il y a autour de nous, ça va mesurer la vision, qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis ça va mesurer la gravité autour de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a le mal de transport? C'est qu'à un moment donné, les informations que va ramener cet appareil-là vont être incohérentes. Par exemple, on va bouger, il va y avoir une impression de mouvement et notre oreille interne va savoir qu'on est en train de bouger en voiture ou en bateau, mais notre vision va montrer qu'on est assis dans une voiture puis on est immobile dans une voiture. Donc, il va y avoir toutes sortes d'informations qui vont arriver au cerveau totalement incohérentes. Des informations qui vont dire qu'on bouge, d'autres informations qui vont dire qu'on est assis, immobile, qu'on ne fait rien. Puis ça, cette incohérence-là, c'est ça qui va faire qu'on va se sentir pas bien. On va avoir des vertiges, des sueurs, nausées, vomissements. Donc, c'est ce phénomène-là qui arrive. Pourquoi ça fait ça? On a fait des études, puis on a trouvé que ça serait probablement parce que le cerveau pense qu'on est en train d'halluciner. Parce que lorsqu'on hallucine, ben c'est incohérent comme ça, on voit des choses, ça bouge pas vraiment. Puis lorsqu'on hallucine, dans l'histoire de l'être humain, si on veut, de l'homme préhistorique, on hallucine quand on prend du poison. Donc quand on prend du poison et on hallucine, le corps humain, pour se protéger, va nous faire vomir, pour pas qu'on s'intoxique. Donc lorsqu'on a un mal de transport, c'est que notre cerveau pense qu'on est en train d'halluciner. Pour nous protéger, il pense qu'on a pris un poison, il nous fait vomir. Mais ça, c'est pas tout le monde, évidemment. C'est à peu près 40% des gens qui sont sujets au mal de transport. Et sujets à ne pas s'empoisonner. À pas s'empoisonner. Pour le reste, tout bat pas. C'est ça. Tant pis pour vous. C'est bien fait, cette petite bête-là. C'est quand même bien fait. Oui. Pourquoi, par exemple, lorsqu'on conduit, on n'est pas malade? C'est que lorsqu'on conduit, on anticipe les mouvements. On est capable de savoir qu'on va virer à gauche, qu'on va virer à droite. Tandis que lorsqu'on est passager, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Même si on le voit le croche venir, on ne peut pas anticiper les mouvements. Ça va être on appelle ça un mouvement passif. Parce que dans la nature, l'être humain est fait pour voyager de façon active. Donc, si on voyage en tant qu'être humain, c'est parce qu'on voyage sur nos 2 jambes. On peut très bien anticiper que notre jambe nous fait avancer à tel endroit. Ou si, à la limite, on peut avancer sur le dos d'un cheval, des choses qu'on peut anticiper. Lorsqu'on voyage de façon passive, dans un avion, dans une voiture, on ne fait rien, mais on bouge pareil. Ça, le cerveau, il y a comme bien la misère à gérer ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est pourquoi je vous parle de ça. Moi, j'ai un mal de transport épouvantable. Je ne peux pas me bercer. C'est suffisant à me rendre malade, une chaise berçante, marcher sur un quai, tourner les pages trop vite de magazine, là. Moi, j'ai un mal de transport. Donc, quand je voyage, c'est les gravoles. Puis, donc, les moyens qui existent, évidemment, il y a les gravoles. C'est pas tout le monde qui réagit bien. Donc, il existe aussi des espèces de patchs
qui durent plus longtemps. On appelle ça des patchs de scopolamine. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut prendre ça, parce que si on a certains problèmes de santé avec notre pression sanguine, problèmes cardiaques, des fois, c'est contre-indiqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ou ça ne marche pas de façon suffisante? Il y a le gingembre qui est reconnu pour... Les gens vont voir une image. Le gingembre confit. C'est quelque chose qui a quand même été prouvé, même l'émission Mythbusters, là, ceux qui font les... Je ne sais pas c'est quoi en français, là, qui vont vérifier des mythes, ça existe ou pas. Ils ont fait des tests avec le gingembre, mais c'était ce qui fonctionnait le mieux, à part les gravoles et les médicaments qui peuvent rendre somnolent. Donc, le gingembre confit, on achète ça à l'épicerie. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui est assez efficace, peut-être pas sur longue distance, mais qui a une efficacité. Puis on peut acheter aussi les gravoles gingembre, les gens vont voir une image. C'est des espèces de gravoles qu'on peut mâcher tout simplement, puis ça contient du gingembre. Donc ça ne rend pas somnolent, puis c'est quelque chose qui n'est pas contre-indiqué pour les gens. Donc le gingembre, ça peut être quelque chose, moi, que je prends avec le gravol en plus, parce que le gravol n'est pas suffisant. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre en même temps. Quelque chose qui peut être efficace, le Pepto-Bismol en comprimé. Pour beaucoup de gens, prendre du Pepto-Bismol en liquide, c'est pas une expérience très plaisante. Là. On s'entend, là, c'est pas... mais ça existe maintenant comprimé à la menthe. Là. Moi, personnellement, ça a un effet. Quand à un moment donné, j'essaye les gravoles, le gingembre, puis même ça ne marche pas, c'est quelque chose, personnellement, qui va fonctionner. Mais encore là, c'est du cas par cas. Moi, je donne des trucs de même, là, ça va dépendre de la personne. Si ça ne marche pas, il existe des bracelets C-band, qu'on appelle. Ça se vend dans les pharmacies. Ça doit être 5-10 $ environ. C'est une espèce de bracelet, les gens voient une image, en tissu avec une espèce de bille en plastique qui va aller vraiment sur un point du poignet. Ça, c'est un point d'acupuncture qui est réputé pour traiter le mal de transport. Chez certaines personnes, c'est suffisant. Moi, non, là, ça ne l'est pas. Là. Ça a une certaine efficacité, mais pas assez. Mais chez certaines personnes, là, juste ça, puis ils sont corrects. Si ça ne fonctionne pas, il y a des montres. Les gens vont voir deux modèles. Il y a la montre e-trans, puis il y a la montre ensuite Relief Band. Les deux, c'est le même principe. C'est que c'est des impulsions électriques qui vont aller encore une fois dans le même nerf, si on veut, mais c'est vraiment une montre qui fonctionne à batterie. Puis à chaque temps de seconde, il y a une impulsion électrique qui va dans le nerf. Ça, il y a beaucoup de tests qui ont été faits avec l'armée. C'était breveté aux États-Unis. Puis chez certains... Ah, oui, c'était breveté. Non, c'est quelque chose qui a été beaucoup testé. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Quand je voyage toujours avec ça en plus des gravoles, vous allez dire, je prends beaucoup d'affaires, mais je n'ai pas le choix si je veux voyager. Là. Ça me prend vraiment un arsenal. Donc ça, moi... Arsenal est le bon terme. Ah oui, un arsenal. Ça, ce qui est bien avec ces espèces de montres-là, c'est que c'est utilisable pour les femmes enceintes. Ça traite les nausées du matin. Ah, oui. C'est utilisable pour la chimiothérapie. Ce genre de nausées-là, c'est utilisable pour le mal de transport. C'est dispendieux? C'est quelque chose qui se vend normalement autour de 100 $, mais tu peux, surtout le e-trans, là, la montre qui est comme verte, là, qui se vend, tu peux trouver ça à 30-40 sur eBay. Si quelqu'un qui s'amuse un petit peu là-dessus, là, ça se trouve. C'est pas disponible au Canada. On les commande aux États-Unis, en Angleterre, généralement. Bon. Puis, est-ce que c'est approuvé par Santé Canada? Non, c'est pas encore disponible ici. Bon. Et c'est approuvé, par exemple, par Santé États-Unis, si on veut. Là. Okay. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet secondaire. C'est juste qu'il y a certaines personnes que l'impulsion électrique, ça les tanne. Il y a des gens qui n'aiment pas le feeling que ça fait. C'est pas un choc, c'est plus comme une vibration. Mais moi, à un moment donné, tu t'en rends plus compte, là. Puis ça, c'est quelque chose qui est très efficace même quand tu commences à filer mal. Pour vous donner un exemple, là, la dernière fois que j'ai fait du bateau, j'étais vraiment verte, là, sur le bord d'être malade, j'ai pris ça puis ça m'a ramené. À ce point-là. Moi, ça fonctionne très bien. Il faut l'essayer pour voir si ça fonctionne, puis ça fonctionne pour les enfants. Mais comme je vous dis, moi, j'ai essayé pour des mal de cœur de gastro. J'ai essayé dans plein de contextes. Moi, ça va bien. Là. Donc... si les gens, à un moment donné, vous ne savez pas où les trouver, vous pouvez toujours m'écrire, m'envoyer un courriel ou sur Facebook, Marie-Jocelyne Couvier. Je vais vous donner les adresses pour vous procurer ça. Si ça ne fonctionne pas, là, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti que j'ai commandé pour le fun. C'est des lunettes. Les gens vont voir l'image, ça a l'air fou comme lunettes. Là. C'est des espèces de lunettes avec un liquide. Puis donc, vous avez les verres comme ça, puis vous avez des verres sur le côté aussi. Tu as 4 verres. Tu as un liquide, ça ressemble un peu à des lunettes de mal de tête. Ce que ça fait sur le principe, c'est que ça te fait un horizon. Disons que tu es en bateau, le fait que ça bouge, puis l'horizon bouge, là, ça aide pas, ça fait filer mal.
Bien, justement, ces lunettes-là, ça fait que même dans tes angles morts, de côté, tu as toujours un horizon. Puis ça fonctionne aussi pour la voiture, pour le train, etc. Donc, moi, je les ai commandées pour le fun d'essayer qu'est-ce que ça donnait si je pouvais prendre ça, seulement ça, sans gravol ou avec la montre pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis ça se vend autour de 100 $. Encore une fois, c'est pas disponible au Canada. Ça se trouve surtout en Angleterre ou en France. C'est breveté en France, ça a été inventé là-bas, ça a été breveté des tests avec la marine française. Donc, c'est des choses... C'est un processus sérieux, là, pour... Non, c'est des choses, si vous allez lire là, sur les montres que je viens vous dire, puis les lunettes, là, il y a eu des études de fait. Au niveau des lunettes, on parle de 95 % des gens qui ont une réponse. Ah, oui. Donc, qui sont plus malades. Est-ce qu'on voit la photo? Est-ce qu'on a vu la photo? Oui, les gens ont vu les lunettes. Puis au niveau des montres, pareil, là, c'est une efficacité. Là, la majorité des gens ont une certaine réponse. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir nous le dire. Hein? Bien, exactement. Moi, je les attends là, d'une journée à l'autre. Puis c'est bon de savoir qu'il y a d'autres moyens parce que les gravoles, le côté somnolence, c'est plate. Surtout si tu en vas sur une croisière, ça ne te tente pas là, de dormir puis de filer mal. Puis comme je le disais, c'est des choses qui peuvent être très bonnes aussi pour les... pas les lunettes pour la femme enceinte, mais les montres pour la femme enceinte, là, pour les grossesses du matin. Là, il y en a que c'est totalement... Parce que malheureusement, il y en a qui... Ça dure toute la grossesse, à ce point-là. Oui, puis c'est pas toujours, quand tu es enceinte, de prendre des médicaments, je veux dire... tu peux pas même. Ouais. Donc, c'est pas évident. C'est que... C'est des petits trucs. Je vous dis pas que ça fonctionne tous pour vous, mais moi, c'est toutes des choses qui ont une certaine efficacité. Puis, bon, pourquoi on a commencé dans le divertissement, puis on a terminé dans le thérapeutique. Ça a été une capsule divertissement, autant divertissante qu'instructive aujourd'hui. Voilà. On se donne toujours rendez-vous la semaine prochaine. Ça conclut? Oui, ça conclut. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images de la manifestation contre la réforme de l'assurance-emploi qui avait lieu à Percé le 8 avril dernier. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Cette solidarité contre cette réforme de l'assurance-emploi. Alors, d'abord, M. Bruno Cloutier. Bienvenue ici à Percé. Je vous félicite d'être ici très nombreux aujourd'hui pour cette manifestation-là pour contrer l'assurance chômage. Mes salutations également aux organisateurs, aux membres de la CSN qui doivent être ici, à Madame le préfet, ainsi qu'à M. Philippe Tourne, député du comté. M. Philippe Tourne nous prouve... Monsieur Philippe Tourne nous prouve, hors de tout doute, qu'un bon député à l'opposition vaut n'importe quel pas bon au pouvoir. Merci beaucoup. Ça ne touche pas vraiment. Aujourd'hui, une partie de la population gaspésienne fait entendre sa désapprobation à la réforme de l'assurance-emploi, cause qui est partagée par l'ensemble du Québec et des Maritimes. Pour ma part, j'aimerais interpeller nos députés conservateurs du Québec, une douzaine. On connaît les Blénins, Paradis, Lebel. Et pour les autres anonymes, j'ai pas pris la peine de les chercher, on les connaît pas. Aujourd'hui, nous demandons également aux grandes villes de nous appuyer dans ce mouvement. Le retour du balancier, c'est très important. C'est quand même les régions qui font vivre les villes avec leurs ressources naturelles et toutes les autres ressources. Montréal, c'est le temps qui se grouille et qui nous appuie. Il n'y a pas trop de ressources à Montréal. On ne les trouve pas sous le métro. On ne les trouve pas non plus à la Carrière-Miron.
il y a juste des vidanges, là. Moi, ce matin, quand ils m'ont demandé de prendre la parole, je me suis remémoré un petit peu quand j'étais jeune. Puis ici, à Percé, pas loin d'ici, l'autre bord de la Côte-Surprise, il y avait une famille de Harper qui venait de l'Ouest canadien. Et pour nous, c'était du maudit bon monde, du monde que tout le monde appréciait ici. Tout d'un coup, que M. Harper il serait de cette lignée-là. Peut-être que s'il fouillerait un peu, là, que la flamme qui brûle en dedans de lui, c'est pas juste la flamme du pétrole. Peut-être qu'il y a une flamme dans son cœur aussi et qui pense à nous, les Québécois. Bravo! Ici, aujourd'hui, c'est une grande journée. Au Québec, on voit des manifestations semblables, continuellement. Il y a une raison à ça. C'est pour ça qu'il faut dire toujours au gouvernement Harper, et je demande à vous, la population, de ne pas lâcher. Continuez. Il faut continuer à se défendre. C'est tous ensemble, unis et solidaires, que nous vaincrons. Et je vous demande de répéter après moi, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Merci. Alors la parole maintenant à votre député, M. Philippe Thune. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je vais garder ça bref, il fait froid qui m'arrive. On est toujours en hiver, on est dans un trou noir. On le sait, il y a plein de gens aujourd'hui qui reçoivent rien dans les prestations d'assurance emploi. Puis on n'oublie pas, on est contribuable, on a payé dans cette caisse-là. Ça appartient aux employeurs et aux employés. Ça devrait être eux autres qui décident ce qui se passe avec la caisse de l'assurance emploi, pas le gouvernement Harper, pas n'importe quel gouvernement. Ça devrait être scindé, ça devrait être précieux, ça devrait être sacré. Ça l'est pas, on pige dans la caisse de l'assurance emploi pour payer les déficits des gouvernements. Puis ça n'a pas d'allure. Les gens ne devraient pas souffrir en région juste parce que Harper n'est pas capable de s'empêcher d'acheter des avions de chasse. Alors, franchement, là, il est allé trop loin. Il ne répond pas aux besoins des régions. On lui a envoyé une délégation à Ottawa pour expliquer la réalité des régions. Il n'était pas à l'écoute. Il nous a envoyé une lettre la semaine passée pour nous expliquer pourquoi on ne devrait pas s'inquiéter que la réforme ne va pas nous nuire. L'assurance emploi va être là quand les gens en ont besoin. C'est pas vrai. On connaît parmi vous, il y a des gens que je connais à l'extérieur qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ils n'ont pas d'argent qui rentre aujourd'hui. Ils sont dans la misère. Et si les gens dans les grosses villes pensent qu'ils vont venir en région pour avoir une belle été, une belle saison touristique, s'ils pensent qu'ils vont manger leur cocktail aux crevettes cet hiver ou cet été, ça a besoin de la main-d'œuvre. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est vider nos régions. Puis ça, c'est pas correct. Il faut absolument qu'on appuie nos régions pour que l'économie à travers le Canada s'entraide, que les gens à travers le Canada s'entraident. C'est un pays qui est basé sur le respect des régions. C'est un pays qui est nordique. On oublie dans la ville que à 95% du temps, les régions au Canada, c'est l'hiver. On essaie d'oublier ça dans les grosses villes, on oublie ça dans la partisanerie politique, que le Canada, c'est une série de régions qui s'entraident. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de démanteler cette histoire pour qu'on puisse donner plus d'argent à des grosses compagnies, surtout pétrolières. Abstraction faite de ce qui se passe à Gaspé, je vous le dis, là, le pétrole, c'est quelque chose qui rend les gens aveugles de la misère qu'ils sont en train de créer. Il faut absolument qu'on se mette ensemble aujourd'hui, qu'on crie fort, qu'on aille chercher les gens en ville, qu'on se rende à Montréal le 27 avril pour que les gens en ville comprennent. On a besoin de leur appui. On est là pour s'entraider. Alors tous ensemble, on vaincra. Alors continuons la lutte. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est ici cet après-midi, c'est pour prouver à M. Harper qui fait fausse route pour la Gaspésie. On l'invite à venir nous rencontrer en personne à Percé. Peut-être que vous comprendrez à ce moment-là qu'il faut faire des modifications dans votre loi des pauvres.
C'est une invitation que nous vous lançons. Est-ce que vous avez assez de couilles pour venir nous confronter? Nous, les gens de votre trou noir, les Gaspésiens, j'imagine que ça doit être notre punition de ne pas avoir voté pour vous. Vous nous le faites payer très cher aujourd'hui. Nous n'allons pas quitter nos petits villages. Vous voulez fermer notre Gaspésie pour qu'on gagne votre Ouest canadien. Nous, les Québécois, nous sommes des gens très fiers. Et surtout les Gaspésiens, nous sommes reconnus pour être des bons travailleurs. Donnez-nous du travail et on va travailler. Il y a une citation qui dit « Mourir dans la dignité ». Mais commencez par nous laisser vivre dans la dignité. Je remercie tous ceux et celles qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. Monsieur le député, monsieur les maires, la préfète, les représentants syndicaux, les médias, les chaînes de radio locales, surtout vous tous de votre présence. Merci beaucoup. Merci, Anita. Alors, chers amis, comme je ne suis pas un politicien ni un gars de discours, j'ai un petit texte. Alors, je vais vous le lire rapidement en espérant que vous me compreniez. Je suis un chômeur, un prestataire d'assurance-emploi comme vous. Le gouvernement a peur et sa réforme fonctionne comme si les provinces de l'Est du Canada avaient les mêmes réalités économiques que celles de l'Ouest canadien. C'est là son aveuglement, malheureusement, et c'est pour ça, et c'est pour lui rappeler aujourd'hui qu'on est tous ici rassemblés. Comme vous le savez, les moutons naissent et vivent pour se faire dépouiller de leur laine à tous les ans. Nous ne sommes pas des moutons et nous ne nous laisserons pas le grand méchant loup d'Harper entrer dans la bergerie sans dire un mot et de se rassasier des bénéfices qui seront générés par le trou noir. Si on le laisse faire, à tous les ans, il va rentrer et il viendra nous dépouiller année après année. Aujourd'hui, nous manifestons notre volonté de nous défendre et de nous tenir debout, plutôt que de nous laisser manger la laine sur le dos par M. Harper et sa réforme. Le trou noir dans le rocher percé, M. Harper, est la fierté des Gaspésiens et le gagne-pain de nombreuses personnes ici. Le trou noir que vous allez créer par votre réforme jettera la honte sur le Canada et sur vous, M. Harper. Ça, ce que nous voulons tous, c'est de voir la lumière au bout du sombre tunnel que vous nous imposez avec votre réforme. Ici, sur moins 3 kilomètres de littoral, l'industrie touristique procure plus de 800 emplois aux travailleurs saisonniers. Ça commence à faire du monde. M. Harper, votre réforme créera la misère. Et comme travailleurs saisonniers, nous méritons mieux que cette injuste réforme. Nous ne sommes pas des voleurs, M. Harper. La Caisse de l'assurance-emploi appartient aux employeurs et aux travailleurs qui ont cotisé. Et vous n'avez aucun droit de nous dépouiller de cet argent. Si vous souhaitez une réforme honnête, M. Harper, premièrement, placez-la dès maintenant sur la glace et demandez une étude pour en connaître l'impact sur les travailleurs. Ensuite, asseyez-vous avec l'ensemble des élus et ayez le courage d'en discuter ouvertement avec eux et de rechercher de vraies solutions dans le but d'améliorer le sort des travailleurs. Allez faire vos devoirs, M. Harper, et ensuite revenez nous voir. Et en attendant, ici à Percé et en Gaspésie, c'est non au trou noir et à votre réforme. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Tout ce que je veux vous dire, c'est que Harper, tu nous as mis dans la pauvreté, le trou noir. Tu nous as coupé 5 semaines dans notre assurance-emploi et tu donnes des millions au panda. La pancarte est là. Tu nourris des animaux. Mais nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres humains qui veulent vivre dans notre Gaspésie, y demeurer et y travailler. Nous sommes des gens vaillants. Nous sommes fiers d'être Gaspésiens. Redonne-nous notre dû, ce qui nous appartient. Gardons espoir et continuons notre combat. Let's go! Lâchez pas! Merci d'être ici tous ensemble, solidaires pour cette cause, solidaires pour les travailleurs de Gaspésie. Ça fait 1 an maintenant que M. Harper avait annoncé dans ce C-38 ses modifications à l'assurance-emploi. Ça fait 1 an, presque 1 an maintenant que son projet pilote est en marche.
Et on se rend bien compte aujourd'hui, avec les... Gilbert en a parlé tout à l'heure, avec les premières personnes qui commencent à ne plus recevoir de prestations, et une saison qui ne commencera que dans 2 mois, on a un trou noir. Ce trou noir, cette réforme, ils ont initié beaucoup de manifestations à travers le Québec, à travers le Canada, à travers les provinces maritimes, auprès des travailleurs de l'industrie des pêcheries, de la foresterie puis du tourisme. Pour l'instant, rien n'a bougé du côté de M. Harper. C'est bien beau de faire des manifestations puis de crier, il va falloir poser des gestes. Comme entrepreneur, comme payeur à l'assurance emploi, comme contributeur à la caisse d'assurance emploi, comme travailleurs, tous vous autres, là, tous ceux qui travaillent dans l'industrie touristique, dans l'industrie des pêches, tous ceux qui étaient au chômage à cause de la saisonnalité de vos entreprises et de votre secteur de travail, vous êtes aussi des contributeurs de l'assurance emploi. Cette caisse, on se rappellera que M. Martin avait commencé il y a quelques années à piger dedans. Maintenant, c'est le gouvernement conservateur qui pige à l'intérieur de cette caisse. Cette caisse, c'est nous qui l'alimentons. Employeurs, travailleurs. C'est pas le gouvernement fédéral. C'est pas le gouvernement provincial. Fait que je demande aujourd'hui aux employeurs dans l'industrie touristique, qui sont ici, j'en reconnais quelques-uns, aux travailleurs de l'industrie touristique également, de se mobiliser et de faire en sorte que dorénavant, nos contributions à la caisse d'assurance emploi, on les retienne. On les envoie dans un compte en fiducie et qu'on fasse en sorte qu'on bouge un petit peu et qu'on fasse autre chose que des manifestations qui, pour le moment, n'ont mené à rien. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à ce genre d'action, à retenir nos cotisations d'assurance emploi pour qu'elles servent à nos travailleurs et pas au gouvernement fédéral, ben réunissons-nous et faisons-le. Merci. Je représente des employeurs surtout, parce que l'Office de tourisme, c'est un organisme qui s'occupe des employeurs, des commerçants, et notre but à nous, en tant qu'organisme, c'est de faire le développement de l'industrie touristique, c'est de faire des meilleures affaires pour tout le monde, c'est de créer de l'emploi, c'est d'avantager la saison touristique. Et même si on travaille ici dans le moment en Gaspésie pour le tourisme, bien, on s'aperçoit que tout est brisé, tout l'équilibre de travail dans l'industrie, tout ce qu'on est en train de faire est brisé par le désordre qu'il va y avoir, parce que les employeurs, les commerçants vont être déséquilibrés parce qu'ils ne trouveront pas leur main-d'œuvre formée, qui a vieilli avec eux, dans lesquelles ils ont investi. Alors, c'est très dangereux. On dit que ce sont des règles abusives et qu'il faut absolument qu'il y ait des choses qui se passent. C'est abusif pour les employés, pour les employeurs. Vous savez, nous, en tant qu'organisme, on a déjà essayé de changer la saison. Les poissons, là, c'est la nature qui les amène et c'est la nature qui dit « c'est le temps des pêcher ». On ne créera pas une autre saison, c'est celle des poissons. Bien, c'est la même chose dans le tourisme. La saison, c'est celle où les gens arrivent puis viennent nous visiter. On a essayé, en tant qu'organisme, de faire changer des dates, faire changer des notions dans le calendrier scolaire, faire changer des notions pour le commencement des années, entre autres au cégep, pour allonger les saisons. Et toutes les règles sont faites par d'autres organismes que nous. Et là encore, c'est un peu abusif. On doit suivre les saisons qui sont dictées par d'autres. Alors, je peux vous dire que les saisons, chez nous, le tourisme, c'est comme le poisson. Il faut absolument travailler quand les gens sont là. Alors, ce que je voulais dire, on est 800 employés ici. 800 qui travaillons sur le territoire de la ville de Percé, qui proviennent de toute la MRC. Alors, tout l'argent qui est mis dans le développement du tourisme, qu'il vienne de la MRC ou qu'il vienne d'ailleurs, nous, on veut du développement, puis là, dans le moment, on est en train de nous rétrécir. Alors, on demande au gouvernement Harper que cette loi, elle veut peut-être empêcher des gens d'être paresseux, mais les Gaspésiens, ils ne sont pas paresseux. Ils en veulent de l'argent. Ils en veulent des emplois. Alors, nous, on dit à M. Harper, change la modulation, fais des changements dans la façon d'appliquer quand tu arrives dans des endroits où il y a de la saisonnalité. En passant, je pense que M. Harper a vraiment oublié qu'il y a quelques années, c'était l'Est du Canada qui, par sa péréquation, qui payait et qui redonnait de l'argent dans l'Ouest. Maintenant que c'est l'Ouest qui est riche, il refuse de ramener de l'argent ici puis de faire l'égalité. La Fédération du Canada, la Confédération, c'est ça, c'est l'entraide. Et dans le moment, dès que la richesse s'est transportée dans l'Ouest, on a empêché le rapatriement ici des sommes qui nous sont dues. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, on continue.
Bonjour tout le monde. En fait, le SFPQ, si on est présent ici aujourd'hui, c'est qu'on représente des membres aussi. En fait, les employés de l'île Bonaventure sont des membres SFPQ. Les gens du camping Baie de Percé sont des membres SFPQ et Fort-Prével. C'est la petite partie que je vous donne dans notre région. Je suis une ancienne employée de l'île Bonaventure, donc j'étais contrainte aussi au chômage. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un nouvel emploi, mais cet emploi-là, je l'ai voulu pour défendre les droits des gens. Parce que je trouve déplorable ce qui se passe présentement en Gaspésie. Ce que le gouvernement Harper, il veut, c'est vider notre Gaspésie. Mon père, un jour, était vivant à cette époque-là. Il nous disait tout le temps, « Je préfère mourir que de voir fermer ma Gaspésie. » Mais je peux vous dire que je préfère mourir que voir Harper tuer mes Gaspésiens. Puis je vais vous défendre jusqu'au bout. Je me suis déplacée de matin ici. C'est avec tout mon cœur et tout mon amour parce que la Gaspésie, c'est à nous et on y tient. On va y rester. Merci. Je ne voudrais pas répéter ce qui se dit parce que de toute façon, on sait qu'elle est à la mesure de l'assurance-emploi. Ça touche tout le monde, puis c'est important de le dire que ça touche tout le monde. Parce que dans nos régions, quand les personnes ont des diminutions de salaire, il y a des impacts au niveau économique. Autant au niveau des restaurateurs que des stations-service ou autres. Et tout ça, ça fait qu'il y a des services qui diminuent dans nos régions et ça diminue notre qualité de vie aussi. Fait que pour l'ensemble de la population, la réforme, elle est odieuse et inacceptable. Dans un deuxième temps, vous savez, depuis presque 6 mois maintenant, on a des manifestations un peu partout sur le territoire. Ces manifestations-là, c'est un signal qu'on laisse au gouvernement pour qu'il modifie sa réforme, pour qu'on ait le droit de vivre dans notre région. Le 27 avril, il y a une manifestation qui se prépare, qui est planifiée à Montréal, et on a un objectif, c'est d'avoir au-dessus de 100 000 personnes pour manifester contre la réforme à Montréal. Alors, je vous invite tout le monde à vous inscrire, à embarquer dans les autobus pour se rendre à Montréal pour manifester contre cette réforme. Dans un deuxième temps, vous avez vu, tout près du café, il y a des cartes postales. Vous avez juste à les signer et les envoyer. Les envois sont gratuits pour inonder le gouvernement de courriers dénonçant la réforme. Sur ça, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. J'apprécie grandement que les gens se soient déplacés ici aujourd'hui. Vous savez, d'être à Percé aujourd'hui pour une manifestation, c'est symbolique. Quand on regarde au niveau touristique, le National Géographique, c'est de Percé qui a parlé. Il n'a pas parlé des Rocheuses. Les Gaspésiens, quand le Canada s'est développé, ça a commencé ici en Gaspésie. On est ici, puis on est ici pour y rester.